mois, 1300 pages vues et 76 articles à ce jour. Donc le blog aujourd'hui est écrit par nous 4, mais on souhaite l'ouvrir prochainement à tous ceux qui souhaitent collaborer sur ce blog, avec bien sûr une modération, mais dans l'esprit Bizanco. Karine, à toi. Alors, nous allons accueillir maintenant Anne Desroseaux-Leyer, qui est journaliste, qui travaille à la fabrique à la fabrique de contenu, qui donc nous fournit en contenus éditoriaux. Elle accompagne généralement pas mal d'entreprises aussi dans des missions de communication. Et elle travaille régulièrement chez BFM Business, pour BFM Business. Voilà, absolument, pour quelques émissions, et notamment le Business Club de France, où je remplace régulièrement Michel Picot, qui est mon associé au sein de la fabrique de contenu. Alors, je suis ravie, moi, d'être aujourd'hui parmi vous, évidemment, pour animer cette table ronde autour d'histoires d'entreprises comme les autres, mais pas tout à fait, puisqu'elles ont ce petit truc en plus pour continuer de surprendre, de se développer, pour avancer et finalement se démarquer. Alors, si face aux mutations technologiques ou sociétales, Clara Guémard en parlait ce matin en ouverture de cette journée, face aux différents cycles économiques comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, certaines rencontrent des difficultés, certaines entreprises, d'autres se réinventent, elles s'adaptent, elles se réorganisent et se démarquent et s'en sortent. Alors, comment ? Me direz-vous, on a déjà eu un petit aperçu ce matin en ayant des idées. Eh bien, elles sont out of the box, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'elles pensent autrement, elles sortent de leur zone de confort en se remettant en cause régulièrement pour finalement créer des innovations de rupture, en ayant tout simplement, pour beaucoup, l'audace de faire autrement. Ce sont ces histoires d'entreprise que je vous propose de découvrir maintenant avec Alice Guillon, directrice générale de la Schema Business School, Élodie Billat, directrice du développement de Pocheco Canopé Conseil, Grégory Vincent, directeur général associé de l'agence de design 4, Laurent Vergult, community networker du groupe ADO, donc pour Humanéo, il vous en parlera tout à l'heure, et Eric Alexandre, directeur du marketing et de la communication du groupe SIA. Ils viennent tous me rejoindre. Voilà, installez-vous. Saluez-vous, pour ceux qui ne se sont pas encore vus. Tu te mets là, Grégory, si tu veux. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Alors, pour commencer cette table ronde, je crois que c'est important. J'aimerais que vous me donniez chacun votre vision de l'entreprise et la façon dont vous la voyez évoluer et la façon dont vous aimeriez l'évoluer. C'est une petite réponse courte et puis après, on découvrira chacun et chacune vos parcours et vos entreprises. Élodie Billat, on va commencer avec vous. Ah mais oui, honneur aux femmes. On va vous... Bonjour à tous, donc Élodie Billat en charge du développement durable chez Pocheco. Vous voulez que je représente Pocheco ou... Non, on va le faire juste dans quelques instants, juste que vous me donniez votre vision de l'entreprise et la façon dont vous voyez comment est-ce qu'elles évoluent. Voilà, le monde de l'entreprise en général. Très bien. Le monde de l'entreprise en général, je pense qu'on est tous plus ou moins dans un changement. Enfin, le changement de comportement, le changement de management est en train de se faire. Chez Pocheco, on a amorcé ce changement et je vous en témoignerai tout à l'heure, le changement porte ses fruits. Mais on est tous soumis à des contraintes réglementaires, des contraintes politiques en nous disant il faut faire quelque chose pour l'environnement. On nous dit que les réglementations sur la sécurité sont de plus en plus exigeantes également. Le marché est de plus en plus concurrentiel, donc c'est vrai qu'en général, l'entreprise est dans un... Elle change. Beaucoup de contraintes, et en plus, elle doit changer. Oui. Eric Alexandre, votre vision ? On a parlé ce matin de changement de paradigme. Enfin, moi, je rejoins tout à fait ce que Élodie vient d'évoquer. Comment faire prospérer un modèle économique et continuer à créer de la valeur tout en sortant de la relation du producteur vers un consommateur, que ce soit un consommateur de produits ou de services, pour tenir compte des attentes des parties prenantes, l'environnement, avec les enjeux du développement durable,
la société en général, etc. Donc je pense que, en un mot, comment continuer à faire tourner et croître nos entreprises tout en tenant mieux compte de l'environnement général au-delà de la simple relation au consommateur. Grégory Vincent, on va vous passer le micro pour répondre. Vous, votre vision de l'entreprise et de la façon dont elle évolue d'une manière générale. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous déjà. Et moi, je suis souvent confronté, en travaillant avec des grandes entreprises ou des plus petites, des PME, au besoin de retour sur le sens, sur ce qu'ils appellent l'éthique, et qu'on va considérer comme étant, on va dire, un certain nombre de comportements qui font que justement il y a un retour sur le besoin de vision, le besoin qu'un projet d'entreprise et les modèles organisationnels ou stratégiques qui sont développés derrière soient portés par soit quelqu'un, soit par une personnalité, soit par un ensemble de personnalités, soit par un mythe fondateur. Et je crois que cette dimension d'entreprise qui refabrique du sens est fondamentale à la fois pour l'ensemble des parties prenantes et notamment pour les employés. Laurent Virgult. Pas mieux. Je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui a été dit, sur notamment l'aspect valeur et de la création de valeur, mais pas au sens où on l'entend richesse, pécuniaire. Voilà. Et également, il y avait un article que j'ai lu il y a longtemps qui était l'entreprise liquide, où justement l'information accessible partout, c'est également pas rester dans un carcan et justement de pouvoir évoluer, de faire des parcours zigzag. Ça, j'y crois beaucoup. Alice Guillon. Oui, j'allais dire, la grande chance que nous avons dans des écoles, c'est que nous avons une vision un peu large, j'allais dire, des besoins globalement des entreprises et de ce qu'elles nous demandent, ce qu'elles émettent comme besoin. Et effectivement, il y a aujourd'hui, je pense, un défi principal pour les entreprises, c'est la notion des talents, d'être capable d'avoir des talents qui adressent en fait deux problématiques quelquefois contradictoires. C'est d'une part, on est entouré d'économie de la connaissance, et donc comment faire pour manager tout ce qui est intangible, immatériel, et comment capitaliser au fond sur des choses qui ne sont pas physiquement palpables. Et de l'autre côté, cette économie de la connaissance nous a ouvert un pan considérable qui est celui, on peut appeler ça la globalisation, mais en tout cas de la planète en entier. Et comment ces jeunes talents aujourd'hui sont capables d'être mobiles, de pouvoir répondre à des problématiques de transversalité, de partage de connaissances, de capitalisation, de circulation de l'information, et comment en faire un axe stratégique pour l'entreprise. Donc véritablement, je pense que tout ce qui est autour de l'humain, de l'humanisme, des talents, de la connaissance devient une des problématiques probablement principales pour les entreprises aujourd'hui. Alors justement, vous dirigez donc la Schema Business School, qui est le résultat de l'association ou de la fusion entre le groupe ESC Lille et le CERAM Business School, qui était la branche consacrée à l'enseignement supérieur de la CCI de Nice, Alpes-Côte d'Azur. L'objectif de la Schema, vous venez finalement de le dessiner en quelques mots, c'est de proposer un enseignement global pour éduquer au sens très très large du terme les managers dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle et puis les suivants. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer finalement ce schéma d'école et sur quel constat est-ce que vous êtes parti? C'est ça, c'est cette globalisation? Oui, complètement. C'est-à-dire que l'industrie, on va dire, de l'enseignement supérieur a été très tardivement touchée par la globalisation, parce que pour des logiques, on va dire, à la fois qui relèvent de l'université ou qui relèvent des stratégies d'éducation des pays. Or, aujourd'hui, j'allais dire, cette globalisation a touché aussi notre système d'enseignement supérieur. Alors, on a à peu près 12 600 acteurs de l'enseignement supérieur dans le monde entier, et tous se réclamant effectivement de pouvoir accueillir des étudiants étrangers, les former pour des entreprises qui sont de plus en plus globales et de plus en plus internationales. Donc effectivement, ça nous a posé pas mal de questions. Je pense que tous les deans des business schools, à un moment donné, sont confrontés à ce type de questions. Et nous nous sommes, à un moment donné, interrogés avec Jean-Pierre Amand, qui était le dean de l'ESC Lille. On s'est dit, mais finalement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'alliance et de fusion dans l'industrie. Dans les écoles, ça s'est quasiment jamais fait, ou très très peu, souvent pour des conditions de survie. Et effectivement, si on pouvait créer un premier mouvement qui était de créer une fusion qui était extraterritoriale, c'est-à-dire qu'entre effectivement le Nord et le Sud, les 1000 km d'écart en fait ne pouvaient pas remettre en cause un projet qui est un projet global, qui est un projet vraiment d'enseignement pédagogique pour adresser ces fameux talents de l'économie de la connaissance. Donc à partir de là, on a créé ce mouvement de fusion qui a un peu étonné tout le monde, on va dire, dans cet environnement, mais qui nous a permis de nous extirper à un moment donné des ancrages qui étaient quelquefois un petit peu trop lourds pour pouvoir proposer un modèle d'école présent
dans la globalisation avec un projet pédagogique pour adresser vraiment ces nouveaux défis pour les entreprises. Et on a beaucoup travaillé avec les entreprises qui constituent une grande partie de notre gouvernance, voire la totalité. Nous sommes toujours proches des entreprises de par nos localisations, que ce soit dans les centres-villes, au cœur de la défense, dans des technopoles, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Et effectivement, l'idée de travailler en proximité des entreprises nous permet de dessiner avec elles ces problématiques des talents et de cette fameuse économie de la connaissance. Pourquoi aucune école aujourd'hui se dit on a le projet de former des gens dans l'économie de la connaissance? Parce qu'on est encore dans la définition de ces principes et de quelles sont les compétences requises pour que ces jeunes puissent être directement, on va dire, adaptables pour les entreprises. Donc on est une école de management, mais on rajoute la brique transversale autour de l'économie de la connaissance. On reviendra tout à l'heure sur le côté compétences ou talent, d'ailleurs, finalement. Je pense que les avis sont assez différents. Donc votre projet pédagogique est fondé justement sur une connaissance durable, concrète. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est du coup avoir des étudiants qui ne sont plus formatés, mais qui s'adaptent à n'importe quel modèle? L'idée pour nous, et c'est la structure multicampus que nous proposons, est assez atypique parce que beaucoup d'écoles, voire la majorité délivrent des programmes à l'étranger. Nous allons délivrer des campus à l'intérieur même, soit des villes, soit des technopoles, pour être très proches des besoins des entreprises. L'idée, c'est d'immerger nos étudiants. Ils ont toutes les problématiques du management. On est une école de commerce, donc on les forme au management, ça c'est clair. Maintenant, après ça, on rajoute un certain nombre de briques. Il y a cette mobilité, c'est-à-dire que tous les semestres, ils peuvent évoluer d'Asie vers les États-Unis, vers l'Europe, de faire des comparaisons, d'avoir des cours multisites, multicampus. Dans un second temps, on essaie de travailler vraiment avec eux sur tout ce qui est codes sociaux, sociétaux, compréhension des phénomènes de régionalisation qui sont créés par la globalisation. Le savoir-être. Absolument. Et à partir de là, on travaille sur le langage, on travaille sur les codes, on travaille sur l'éthique et on travaille surtout sur le fait, je vous donne un exemple et que vous connaissez probablement tous, mais la notion de crise. Quand vous la lisez en Asie, il y a une notion d'opportunité. Quand vous la lisez aux États-Unis, il y a une notion de contrainte. Donc en les exposant... de la contrainte naît l'opportunité. Oui, mais c'est exactement le mot crise en chinois. Et l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné comparer et les aider à comprendre que le phénomène de globalisation, au-delà de la standardisation, signifie qu'à un moment donné, on va se replonger sur des phénomènes de régionalisation et de meilleure compréhension des environnements directs. Et les entreprises vivent ça au quotidien. Et donc, elles ont besoin de ces talents-là. Et ensuite, bien entendu, on rajoute une brique qui est très importante pour nous autour de l'innovation, qui est de savoir innover à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans ses réseaux, dans ses relations, son savoir-être, le savoir-vivre, tout ça, qui ne s'apprend pas, mais qui se vit. Donc, on va vraiment au-delà, si vous voulez, d'une lecture uniquement pédagogique stricto sensu. On travaille beaucoup plus aussi sur un comportement, un accompagnement des étudiants sur les territoires dans lesquels ils vont évoluer. Alors, comment est-ce qu'on est perçu quand on a envie de faire autrement? Qui plus est dans le domaine de l'éducation, on le rappelait encore ce matin, où c'est un domaine qui est extrêmement fermé, extrêmement cloisonné, extrêmement normé finalement. Comment est-ce qu'on est perçu et comment est-ce que vous ont perçu peut-être vos concurrents, entre guillemets, les autres écoles? Alors, il y a la France et le reste du monde. C'est un peu le camp retranché de Baba Oram. Donc, nous, on a une gouvernance composée que de chefs d'entreprise qui sont des anciens et qui sont top managers de grandes firmes internationales. Et ils m'ont dit, tu jugeras de la réussite de Schema à l'aune des ennemis que tu vas te faire. Et effectivement, je pense qu'on doit avoir 100% d'ennemis en France, ce qui est une très bonne nouvelle, qui demande beaucoup de... C'est-à-dire que vous dérangez. Terriblement. Alors, on a dérangé d'une part par la fusion, parce que fusionner, ça ne se fait pas chez nous. Voilà, c'est un milieu dans lequel on ne fusionne pas. D'ailleurs, on ne doit pas s'entendre. Et c'est vrai que d'avoir, à un moment donné, on a voulu se tendre la main et dire on va faire ensemble, c'est quelque chose qui est très atypique. On a plutôt tendance à se critiquer les uns des autres. Donc là-dessus, ça a été une première lecture assez négative en France, mais curieusement à l'international, on a reçu des plébiscites, que ce soit du Financial Times, du Washington Post, du Herald Tribune, de Business Week et de tous les autres dignes des business schools internationales, notamment les États-Unis, nous ont congratulés en disant bravo, c'est excellent, vous êtes un modèle, on va essayer de vous suivre. Donc ça nous a fait plaisir, mais c'est vrai qu'on s'est fait tirer dessus en France principalement. Ensuite, j'allais dire, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est moi ce que j'appelle les petits, c'est les étudiants qui souhaitent participer au projet. Nos anciens nous ont beaucoup supportés, nous ont beaucoup aidés et pour nous vraiment nous montrer qu'on était dans la bonne direction. Ça nous a confortés. Et puis aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, on entend parler de fusion d'écoles à tous les niveaux. Je pense qu'on a créé un mouvement. Vous avez initié ce mouvement, oui, finalement. Complètement. Et aujourd'hui, je pense qu'il va être suivi. Pourquoi ? Parce que simplement, dans l'industrie
industrie globalisée, on fusionne parce qu'on veut à un moment donné rationaliser et puis on doit concentrer. Mais obligatoirement, dans l'industrie de l'enseignement supérieur, on aura affaire au même modèle. Il n'y a aucune raison que ça se passe différemment. Merci beaucoup, Alice Guillon. Élodie Billard, vous êtes donc directrice du développement de Pocheco Canopé Conseil, filiale de Pocheco, dont vous êtes également responsable du développement durable. Alors Pocheco, pour ceux qui ne connaissent pas, mais a priori vous êtes tous du Nord, vous devriez connaître, c'est l'ancienne papeterie générale du Nord. Vous fabriquez ce que l'on appelle des enveloppes de gestion, 60% de part de marché en France. En gros, quand on a l'immense bonheur de recevoir une facture, on est quasiment sûr d'avoir une enveloppe qui vient de chez vous, c'est ça? Oui, j'avais ramené 2-3 enveloppes qui sont assez parlantes. Voilà, tiens, par exemple. On aime tous la recevoir, celle-ci. Une autre. Celle-ci, en fait, oui, nous travaillons avec les entreprises de l'administration publique, Pôle emploi, les URSSAF, les impôts, les entreprises... Donc c'est eux, hein. Les bonnes nouvelles, c'est Pocheco. Voilà. Alors à la tête de Pocheco, il y a un homme, c'est Emmanuel Druon, qui défend bec et ongle des valeurs humaines et sociales, autant pour lui dans sa vie personnelle que dans son entreprise. L'engagement en faveur du développement durable, hein, pour lequel il s'est toujours engagé, et la possibilité finalement de faire autrement, eh bien, il a poussé cette logique jusqu'au bout. Racontez-nous un peu d'abord ce que c'est que Pocheco, et ensuite on verra ce que c'est que Pocheco Canopé Conseil. Oui, donc quand il est arrivé à la tête de l'entreprise il y a 15 ans, avec ses valeurs et ses convictions, il a tout d'abord cherché une équipe qui partage ses valeurs, et si l'équipe était volontaire, il les a formés. On s'est finalement beaucoup instruit, on a visité des salons, on a lu beaucoup des livres qu'il nous recommandait, et pour finalement essayer de trouver des pistes d'action à mettre en place dans l'entreprise en réponse à cette politique de développement durable. Parce que on a tous, dans les entreprises, quand je discute avec les dirigeants, ils me disent « Oui, moi aussi, j'ai envie de faire du développement durable, mais par quoi je dois commencer ? Je ne sais pas comment faire et je ne sais pas par quel bout prendre l'histoire. » Donc nous, en fait, on a commencé par le produit, en cherchant à réduire l'impact sur l'environnement du produit. On a travaillé sur les matières premières, en sélectionnant du papier issu de forêts gérées durablement. Nous avons travaillé sur les encres en utilisant des encres à eau, des colles à eau, des fenêtres en papier. Et on s'est aperçu qu'en choisissant ce type de matière, finalement, une matière de qualité évite de faire trop de gâches pendant la production. Une matière de qualité à base d'eau coûte moins cher qu'une matière à base de solvant. C'est plus facile à nettoyer, pas besoin d'avoir une pièce pour confiner les solvants, moins de risques pour les salariés, etc. Oui. Beaucoup d'avantages finalement à choisir, à avoir cette politique sur le produit. Des avantages sociaux, mais aussi des avantages environnementaux et économiques. Et comme la politique de l'entreprise consiste à réinvestir tout l'argent gagné par l'entreprise dans l'entreprise, ça nous a finalement donné les moyens pour pour investir encore plus dans des investissements un peu plus lourds, comme des machines, des compresseurs, des moteurs moins énergivores, qui nous ont également permis de faire des économies sur l'environnement et sur le social et sur les finances, jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, on puisse avoir les moyens d'agir sur le bâtiment en rénovant complètement le bâtiment de l'usine. Aujourd'hui, vous utilisez l'eau de pluie que vous récoltez pour finalement tout ce qui est nettoyage des machines, tout ça. Vous avez des panneaux solaires. Bientôt, il n'y aura plus de chaudière à gaz, mais ce sera une chaudière à bois, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui a été mis? Vous avez finalement créé une économie, ce qu'on appelle une économie circulaire. Vous vous autosuffisez, vous vous auto-alimentez. Donc, ce n'est pas tant uniquement dans le process de fabrication, mais c'est également dans votre fonctionnement à tous au quotidien. Dans le fonctionnement à tous, et puis le bâtiment, bien souvent, est considéré comme quelque chose d'inerte, non productif, et c'est ce qu'on se penche sur le bâtiment quand tout a déjà été fait. Bon, c'est un peu ce que l'on a fait, certes, mais on a fait en sorte que le bâtiment puisse nous permettre de faire des économies d'énergie pour le chauffage, des économies d'eau en récupérant l'eau, des économies dans les choix des énergies. Donc tout ça fait qu'effectivement, il y a une espèce de cercle vertueux, finalement. Sur le produit, le process et le bâtiment. Alors, Pocheco est une entreprise qui performe. Vous avez pourtant décidé, en tout cas Emmanuel Druon, à imaginer
sans doute à raison que le marché de l'enveloppe finirait par décliner dans quelques temps. Vous avez donc décidé de vous diversifier au travers de 4 filiales pour garantir à la fois la pérennité des emplois, on va y revenir, mais également pour garantir donc une activité et un chiffre d'affaires. Alors garantir la pérennité des emplois, c'est parfaitement louable. Mais alors comment est-ce que vous allez faire? Parce que je crois qu'Emmanuel Druon veut vraiment... Il y a 114 emplois chez Pocheco 114 et emplois. il s'engage à ce que ces personnes-là aient un emploi jusqu'à leur départ à la retraite. Oui. Chapeau. Il faut savoir que à son arrivée dans l'entreprise allait très mal d'un point de vue social. Il y avait des conflits, il y avait du harcèlement. Enfin, c'était assez sinistré. D'un point de vue économique, l'entreprise était en déficit. Et il a dû, à son arrivée, faire un plan social. Et donc, on a dû se séparer de 30 de nos collègues. Et ça a été assez traumatisant pour tout le monde. Et il s'est engagé à cette époque à ne plus jamais revivre cette situation. Et donc, comme c'est un homme de parole et qu'on est habitué dans l'entreprise à dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, on a cherché des solutions pour justement pérenniser ces emplois, sachant qu'effectivement l'enveloppe est un marché en décroissance, puisqu'il y a la concurrence de l'Internet. Toute la dématérialisation. Et comment donc sortir de cette activité d'enveloppe, d'impression, d'imprimerie, tout en restant dans des domaines que nous maîtrisons, ça a été tout le challenge. Alors justement, 4 filiales qui sont toutes nées finalement d'une action que vous menez au sein de l'entreprise dans les grandes lignes. C'est quoi ces 4 filiales? Les 4 filiales, il y en a une qui est indépendante de Pocheco d'un point de vue financier complètement, puisque c'est une association qui permet la plantation d'arbres dans la région. Donc, c'est une action citoyenne. Ce sont les habitants des communes qui plantent des arbres dans leur commune en lien avec les mairies et puis les agriculteurs. Une autre filiale qui organise du tri du courrier, donc un peu un service pour la Poste. Alors ça, c'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez détailler justement l'activité de cette filiale? Parce que c'est plutôt malin. Donc, en fait, pour les entreprises qui se trouvent à une quinzaine de kilomètres autour de Pocheco, nous allons récolter leur courrier fermé, mais non affranchi. Nous le collectons. Vous le centralisez finalement? On le ramène chez Pocheco, on le trie sur une machine performante de tri. Nous l'affranchissons et nous le déposons à la poste. Et le fait de déposer du courrier en masse à la poste, du courrier trié, permet d'avoir des réductions sur les frais d'affranchissement. Et c'est cette économie que nous partageons avec le client. Donc avis aux amateurs, les entreprises qui sont là et qui ont envie de faire ça, c'est plutôt pas mal. Troisième filiale, donc, elle est en cours de création. Ce sera aussi une association de conseils en rénovation d'habitat, en comportement citoyen pour changer nos comportements en environnement, en développement durable. Donc, par exemple, ce sera un lieu où il y aura des forums sur des habitants qui ont envie de faire quelque chose, mais ils ne savent pas s'ils doivent privilégier le déplacement en vélo ou en mobilette. Plein d'exemples assez basiques, mais applicables par tout le monde. Il y aura une AMAP, il y aura un café citoyen, il y aura une restauration bio, etc. 4e filiale. Donc là, c'est la filiale de conseil en environnement pour les entreprises et plus précisément... À la tête de laquelle vous êtes. Voilà, Pocheco Canopé Conseil, et qui plus précisément est une entreprise de conseil en économie, c'est-à-dire comment faire des économies tout en réduisant son impact sur l'environnement. Et quand je parle environnement, bien sûr, ça intègre la planète, mais aussi l'humain. Alors combien vous êtes chez Canopé Conseil? Nous sommes trois personnes à temps plein. Combien de clients? On a une quarantaine de clients. Pour une activité qui a été créée il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Voilà, donc une quarantaine de clients déjà. Un an officiellement. D'accord. On reviendra tout à l'heure, plus précisément sur les résultats finalement que vous avez réussi à générer avec toutes ces mises en place, tous ces process finalement pour générer des économies. Alors s'adapter, créer de nouveaux usages, faire du business autrement, c'est aussi le cas chez vous, Eric Alexandre. Vous êtes le directeur marketing communication du groupe SIA, Société HLM. On verra tout à l'heure que votre fonction justement va quelque peu évoluer. Ce ne sera pas simplement du marketing et de la communication, mais on verra ça tout à l'heure. Vous expliquez que votre secteur d'activité tourné vers l'intérêt général a vécu longtemps dans un système protégé où finalement on se posait assez peu de questions, mais que
face aux défis qui sont les vôtres, donc défis à la fois sociologiques, culturels, institutionnels, écologiques également, puisque c'est un véritable défi, vous avez décidé de vous remettre en cause, en tout cas, et de vous réinventer ou de réorienter l'entreprise dans ce sens. Racontez-nous. Alors, bonjour à tous. Donc, quelques mots sur le groupe SIA. En fait, ce sont 3 sociétés HLM qui sont présentes depuis... La plus ancienne est née dans les années 20 dans la région Nord-Pas-de-Calais. On représente aujourd'hui 41 000 logements. On en construit 1000 par an. Alors, ça ne veut rien dire quand on n'est pas dans le secteur, mais on est le 2e opérateur privé du logement social en région. Et en termes de production, donc les 1000 logements nous placent en tête des constructeurs de logements sociaux. Donc, on est un acteur majeur. 575 salariés, un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Alors effectivement, vous le disiez, le monde HLM, d'abord, il est peu connu en général, mais il est surtout, c'est un secteur économique très particulier. On est des sociétés privées, enfin les 3 sociétés du groupe sont privées, mais elles accomplissent une mission d'intérêt général. Donc c'est un secteur extrêmement réglementé par les normes techniques et les normes de gestion, d'attribution de logements, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont posées par les pouvoirs publics. Vous connaissez tous quand même, je pense, les situations de la crise du logement. Donc on pourrait aussi un peu cyniquement faire le constat qu'après tout, les demandeurs de logement sont nombreux, sont encore là pour longtemps. Donc pourquoi évoluer? Néanmoins, même pour un secteur comme le nôtre, on se pose quand même la question de redéfinir notre mission d'intérêt général et de la repositionner par rapport aux attentes des parties prenantes. J'ajouterai d'ailleurs, pour compléter mon propos, qu'on est, alors c'est propre au groupe SIA, mais une filiale du monde des caisses d'épargne. Donc les caisses d'épargne sont aussi des acteurs de l'intérêt général, et ce qui fait qu'on a aussi, par notre actionnariat, été peut-être amené plus vite que certains confrères à prendre un certain nombre de prises de conscience. Alors, vous avez mis en place du coup un projet stratégique qui vous a aidé justement à redéfinir cette stratégie, ou en tout cas les orientations à prendre. Voilà, très vite, c'est-à-dire il y a maintenant 7 ans, les dirigeants, à la création du groupe, au rapprochement des sociétés, ont pris conscience qu'effectivement, il fallait anticiper sur des enjeux qui nous attendaient, qui sont absolument majeurs. Alors, la paupérisation d'une frange importante des Français. Les besoins en logements sociaux vont rester importants, et il faut répondre à la fois aux enjeux de production et aux enjeux de gestion pour continuer à proposer des solutions, le meilleur logement à chacun en fonction de son cycle de vie. L'enjeu du vieillissement, comment fait-on à moyen terme pour répondre aux besoins qui vont croissant de populations âgées de plus en plus nombreuses, mais qui n'ont pas toutes les moyens, dès lors qu'elles perdent un peu en autonomie ou en mobilité, de partir dans des structures adaptées. Et donc, il nous faut adapter le patrimoine, il nous faut inventer des nouvelles réponses. Et puis, un enjeu aussi d'accompagnement des collectivités dans leur politique locale de l'habitat. Donc, comment s'insérer au mieux en fonction des souhaits des agglomérations en termes de diversité de l'habitat, donc produire de l'accession sociale à la propriété, etc. C'était aussi, donc il y a des enjeux externes rapidement exposés. Il y a aussi des enjeux internes. Bon, il se trouve que les 3 sociétés du groupe, 2 d'entre elles étaient plutôt anciennes, donc aussi avec une moyenne d'âge des salariés un peu élevée. Comment on anticipe les départs en retraite, comment on accompagne des nouvelles générations. Et voilà. Et alors comment on accompagne justement le transfert de savoir-faire, de compétences, comment on attire des talents. Alors c'est vrai que on a vu ce matin, les cas évoqués. Attirer les talents dans un contexte d'économie mondialisée. Bon, c'est vrai qu'un organisme HLM pourrait se dire on est un peu loin de ces enjeux-là. Néanmoins, on a aussi des vrais défis à relever sur ces aspects-là. Et le projet d'entreprise qu'on a... alors, il y a eu, en tout cas, le projet d'entreprise qui a valu qu'on soit salué, d'ailleurs, comme Pocheco, dans le réseau Alliance, par des trophées de l'économie responsable. Donc, le projet d'entreprise, c'est un projet qu'on a conduit de 2009 à fin 2011. Cap 2012, c'est ça? Voilà, il s'appelait Cap 2012, absolument. A permis justement d'embrasser ces différents enjeux, de partager le sens avec les équipes, parce que c'est aussi fondamental
de faire en sorte que dans une entreprise qui change, surtout quand culturellement on n'est pas habitué à le faire, il faut expliquer aux salariés, il faut accompagner, il faut expliquer qu'il n'y a pas forcément de péril économique a priori, mais que c'est surtout pour anticiper l'avenir. Et puis surtout refonder, réécrire notre mission d'intérêt général au travers des grands enjeux. Et on retrouve des similitudes avec l'expérience de Pocheco. Un enjeu autour de la planète. En tant que constructeur et gestionnaire de patrimoine, vous savez que le logement est un des émetteurs principaux de gaz à effet de serre. C'est 16% des émissions de gaz, enfin, le secteur de l'habitat représente 16% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on nous attend sur la performance énergétique des logements que l'on construit, et mais il y a des aussi réglementations sur la thermiques qui rentrent en vigueur, qui imposent de toute façon. Voilà, et c'est absolument ça. L'enjeu est encore plus important sur le patrimoine que l'on gère et dont il faut aujourd'hui améliorer thermiquement les performances. Donc la planète en tant que telle est une partie prenante. J'aurais peut-être dû commencer par là, surtout en ayant une casquette de directeur marketing. Les clients. Parce que, enfin, j'ai évoqué la qualité de service peut être à mettre en place, la prise en compte. Voilà, alors la paupérisation, le vieillissement, mais c'est aussi des clients qui, indépendamment de leurs conditions de ressources, on loge aussi des classes moyennes. Donc, et puis de toute façon, tout consommateur, quelles que soient ses ressources et quel que soit le produit qu'il consomme, a aussi des exigences changeantes. De ce point de vue-là, nos clients ne sont pas différents des Français en général. Quand, un exemple en passant, mais quand ils achètent une machine à laver chez Darty et qu'elle tombe en panne, le créneau de réparation ou livraison de l'appareil, c'est 2 heures c'est 2 heures dans la journée. Ils ne comprennent pas que nous, nos techniciens ne puissent pas donner un créneau de passage de 2 heures dans la journée. Voilà, donc on n'est pas non plus complètement dans une bulle. Il nous faut aussi progresser en matière de qualité de service pour répondre à des exigences qui augmentent. Et puis, dernière partie prenante, c'est les salariés, les collaborateurs, donc les 575 salariés. Qui sont les premiers clients, finalement, de l'entreprise. Qui sont une partie prenante à écouter, à ne pas négliger, à associer. Et c'est avec eux aussi qu'on construit le sens du projet. Voilà. Donc, le projet d'entreprise a permis de poser les jalons essentiels en fonction de ces différentes parties prenantes. Le cadre est posé, maintenant il faut l'alimenter. Vous misez beaucoup sur l'innovation, sur toutes les nouvelles idées et en tout cas la façon de maintenir ce cap. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre entreprise justement pour favoriser l'innovation ? Alors oui, vous l'évoquiez en propos introductifs. Ma direction devient une direction innovation, marketing et com, justement parce qu'on fait le constat qu'on a ce projet d'entreprise à 3 ans qui a posé un socle, qui a permis de reconstruire un certain nombre de fondamentaux, de construire une nouvelle culture d'entreprise, même si 3 ans c'est court pour faire changer une culture d'entreprise. C'est l'innovation qui nous paraît être le levier essentiel pour continuer sur cette logique d'adaptation permanente et cette logique de dynamisme dans toutes les dimensions du métier. Et c'est donc, officiellement, la direction innovation a été installée le 2 mai. Enfin, le mois de mai n'est pas un bon mois pour commencer des grands projets, mais surtout en juin. Cette année. Voilà. Donc en juin, on est parti. Et l'idée est sur l'ensemble des secteurs essentiels de l'entreprise. Ça n'est pas que l'innovation dans l'acte technique de construction, mais dans l'ensemble des secteurs essentiels de l'entreprise, de se poser les questions de la valeur produite, de la façon dont on peut augmenter la valeur que l'on produit, éventuellement ouvrir des océans bleus. Enfin, je me tourne vers l'experte. Et comment on peut, accessoirement aussi, éventuellement diminuer les coûts pour être plus performant et continuer donc cette logique d'anticipation et l'innovation de notre point de vue, c'est vraiment ça. C'est à la fois l'outil d'identification des enjeux, c'est le dispositif de management qui va permettre de faire vivre les pistes d'action, les valider, les tester, les évaluer avant de les généraliser si l'évaluation est satisfaisante. Et puis, c'est aussi à travers le management de l'innovation
qu'on va donner le sens à l'ensemble des équipes. J'ai coutume de dire qu'on est 575 potentiels porteurs de projets innovants dans l'entreprise ou 575 apporteurs d'idées innovantes. Et bien justement, alors comment réinventer finalement l'entreprise moderne pour créer de la valeur partagée, ce que vous disiez, tout en favorisant les conditions économiques et sociales de son écosystème. On va en parler avec vous, Laurent Vergult, et je pense que ça va vous intéresser grandement, Eric Alexandre. Laurent Vergult, vous êtes community networker d'Humanéo. C'est le réseau social participatif du groupe ADO. Alors ADO, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais encore une fois, ça m'étonnerait. C'est Weldom, c'est Leroy Merlin, c'est Bricoman, c'est Bricomart, Aki Bricolage, Dompro et Zodio. Donc il y a tout un tas d'entreprises dans ce groupe. Humanéo, qu'est-ce que c'est, Laurent Vergult ? Alors, Humanéo, c'est un état d'esprit, c'est une communauté, c'est un moyen d'expression et c'est surtout ouvert à tous. Et c'est quelque chose qu'on a voulu lancer à 3 suite à un voyage qu'on a eu la chance de faire aux États-Unis, où on a été voir une quinzaine d'entreprises classées au Best Place to Work. Et on s'est dit, waouh, c'est énorme ce qu'ils font là-bas. Et en même temps, quand on est revenu, on s'est dit, mais pourquoi on ne le ferait pas ici ? Puisque par rapport aux valeurs, on en parlait tout à l'heure en intro, par rapport aux valeurs de l'entreprise, on a un super vivier pour le faire. Et puis, on avait également constaté que quand on est rentré dans l'entreprise, c'était déjà une certaine taille, mais moi, je suis rentré il y a 16 ans dans l'entreprise, dans le groupe, et qui ne s'appelait pas encore groupe ADO. Et en fait, on grossit tous les 5 ans, on double tous les 5 ans en chiffre d'affaires en effectif. Et du coup, on ne voulait pas devenir un numéro. On voulait toujours garder nos valeurs et puis toujours être acteur dans l'entreprise et pas simplement un collaborateur parmi d'autres. C'est-à-dire que le business prenait plus le pas finalement que la culture d'entreprise. Oui, on devenait vraiment administratif, beaucoup de paperasse, que j'aime pas en plus, donc ça tombait bien. Et puis beaucoup de mise en place de procédures et moins d'instinct. Alors, qu'est-ce que du coup, vous êtes parti, vous êtes rentré, vous avez proposé, vous avez soumis cette idée qui a été acceptée, vous avez été soutenu. Comment ça se passe concrètement ? Alors, qui était soutenue, en tout cas, vous l'avez mise en place et aujourd'hui elle est présente. Comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas du tout une plateforme technologique. On est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est un réseau collaboratif qui fonctionne un petit peu à l'ancienne. C'est ça. En fait, moi, à l'époque, j'étais informaticien et les 2 collaborateurs avec moi aussi. Donc, on ne voulait surtout pas être associés à l'informatique et aussi à des outils. Et puis en plus, quand on a lancé la démarche, on n'avait pas de budget, donc quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'outils. Et donc on s'est dit. En revanche, vous aviez des idées. Et on avait des idées, et donc on s'est dit, on va commencer par déjà mettre en place des actions qui auront simplement pour objectif de faire rencontrer des collaborateurs entre eux. Et puis à un moment, on s'est dit, mais comment on va faire ? On a passé 1 an sur notre temps perso au tout début, à se dire c'est quoi notre façon de travailler, autour de quoi on va développer nos piliers. Et pour ça, qu'on ne savait pas, on a rencontré, un peu comme les réunions Tupperware, on a rencontré une personne, puis une deuxième, puis une troisième au restaurant d'entreprise, pour être sûr de ne pas être dérangé par un coup de téléphone ou par quelqu'un qui rentre dans le bureau. Et puis à travers ces échanges, on s'est dit, tiens, on va travailler autour de 4 piliers qui sont le bien-être, autour du collaborateur, l'entreprise 2.0, donc c'est des outils d'aujourd'hui, également une façon de travailler en transversal plutôt que par mode silo. Le 3e pilier, c'était l'aspect attractivité pour faire venir des nouveaux collaborateurs, de l'attractivité entre collaborateurs déjà dans l'entreprise, et également attractivité pour faire venir de nouveaux clients dans nos magasins. Et puis comme l'objectif d'Humanéo, c'est accompagner n'importe quel collaborateur sur n'importe quoi à partir du moment où il y a un intérêt pour l'entreprise, on s'est dit, mince, un collaborateur qui vient nous voir et que son idée ne rentre pas parmi les 3 premiers piliers, on sera obligé de lui dire non et on ne voulait pas. Donc le dernier pilier, c'est pas un pilier poubelle, mais c'était l'innovation. Donc à partir du moment où c'est une idée, c'est forcément quelque chose. Au sens très large du terme. Voilà, du coup. très large du terme. Et paradoxalement, c'est là où il y a les plus belles pépites. Et alors justement, je crois que votre principe de fonctionnement, c'est en gros un collaborateur qui vient vous voir avec une idée. Vous lui répondez, tu as une idée, tu la mets en œuvre. Voilà, y a des, au boulot. Voilà, il y a des phrases qu'on a marquées avec le temps. C'est celui qui dit qui fait. Et pas tout seul. Donc, quand je dis pas tout seul, c'est que derrière Humanéo, c'est aussi une communauté qui est ouverte à tous, donc aux 70 000 collaborateurs de l'entreprise. Et vous pouvez faire partie de la communauté, mais pas être acteur. Mais si un jour on a besoin de rentrer en contact avec quelqu'un d'un service, on ira plutôt vers l'ambassadeur Humanéo plutôt que vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors c'est ça, c'est signalé sur vos badges, ambassadeur Humanéo, donc on sait qui est dans cette communauté Humanéo. Vous fonctionnez avec assez peu de moyens finalement. Et quel type d'action concrète a été mis, quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place et comment est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment ça fonctionne ?
Alors, c'est n'importe quelle action. Donc, là, on est en train de travailler sur une fondation. On a fait juste avant l'application Leroy Merlin sous Android. Alors, pour la petite histoire... Elle est intéressante, racontez-la, parce que moi, elle me surprend. En fait, on l'a fait en premier lieu sur iPhone. Le coût, c'était 30 000 €. Avec une agence. Avec une agence et un partenaire extérieur. Et on a un collaborateur dont c'était pas le métier qui est venu nous voir en disant je pense que je suis capable de faire aussi bien sous Android. Et ça ne nous a rien coûté. Et pour la petite histoire, pour finir l'histoire, en fait, elle marche très très bien. Et ce collaborateur, maintenant, est devenu notre référent mobile. Et il a changé de mission grâce à ça. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant et qui est à signaler, c'est que finalement, avec Humaneo, vous arrivez à faire émerger des compétences qui ne sont pas des compétences métiers, mais qui sont des compétences personnelles. Vous aidez finalement des collaborateurs à prendre confiance, à s'affirmer, à se révéler et à prendre du coup à évoluer éventuellement à l'intérieur de l'entreprise ou en tout cas à se réaliser à travers d'autres actions. Oui, et on est intéressé partout, c'est-à-dire qu'on a un site qui est vraiment orienté développement durable, donc on s'est dit... Le tout nouveau, dans lequel vous venez de déménager. Oui. Voilà, et donc il y a des collaborateurs qui sont venus nous voir en disant par rapport à l'image de l'entreprise, qui est vraiment orientée développement durable, ce serait intéressant qu'on fasse comme chez Pocheco, à savoir mettre des ruches. Et donc l'objectif, c'était OK pour mettre des ruches, mais c'est le collaborateur qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est pas... Ça va bien. Il se débrouille. Il se débrouille. Nous, on l'aide. Sur les appuis politiques, des fois il en faut, mais après il est autonome et parce qu'on voulait vraiment que ce soit vécu et pas utilisé comme un outil marketing où je mets des ruches, mais en fait c'est un partenariat avec un apiculteur et moi je profite de l'image mais je suis pas acteur. Donc voilà, et pareil pour le poulailler qu'on va mettre là bientôt. Voilà, à signaler que dans vos nouveaux locaux vous avez une salle de sieste. Moi ça me laisse totalement rêveuse parce qu'il y a quand même très peu d'entreprises qui les mettent en place. Combien de personnes dans cette communauté aujourd'hui, parce que ce n'est pas uniquement en France, c'est à l'international. Non, et honnêtement, je ne sais pas. Alors, plusieurs milliers 5000, il me semble. Non, je ne pense pas, je serais le premier surpris. Un peu moins de 1000. Ouais. Mais limite, ce n'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un collaborateur qui est derrière son action, son bébé, parce que derrière chaque action qu'on lance avec un collaborateur, et il n'est pas tout seul, on essaye avec la communauté à trouver un petit nom un peu sexy. Puis dès qu'on a trouvé le petit nom un peu sexy, on en fait un logo pour que justement on puisse mettre un coup de projecteur lorsqu'on lance l'action sur le porteur de l'idée et les collaborateurs qui l'ont aidé dans la réalisation. Et c'est vraiment, alors il y en a qui vont appeler ça du marketing peut-être, mais en tout cas nous ce qui nous intéressait dedans, c'était vraiment le coup de projecteur autour des collaborateurs qui sont acteurs. Voilà, environ 1000 personnes dans cette communauté et vous êtes seul, en tout cas pour l'animer et pour la porter. Grégory Vincent, vous avez un micro, c'est bon. Vous êtes l'un donc des 4 fondateurs associés de l'agence de design 4, d'où le nom. 3 Et ben voilà, 3 associés, il y a un 4, d'accord. Vous accompagnez donc les entreprises ou les marques dans les grands moments fondateurs de leur histoire ou lorsqu'il y a besoin de se repositionner. Vous les aidez à identifier leur ADN pour créer ensuite leur identité et puis la décliner finalement en cohérence avec toutes les formes de communication nécessaires. Pour illustrer ce propos, vous aimez rappeler que design en anglais, j'ai bien retenu parce que c'est intéressant, c'est concevoir, mais c'est aussi le dessin dans le sens l'objectif. Donc vous les accompagnez finalement à se révéler. Vous avez un positionnement et un fonctionnement, une approche managériale qui est assez intéressante, et en particulier dans votre domaine qui est la création, puisque vous êtes plutôt sur le collaboratif, alors que dans le domaine de la création, on est plutôt dans le personnel. Racontez-nous aussi. Alors oui, ça marche. Alors, est-ce qu'il marche ? Oui, il marche. Allez-y. Il marche. En effet, dans l'industrie de la création, du design en général et de la création en particulier, le geste créatif, c'est un geste qui a plutôt tendance à être individuel. On est en face de ses idées, on est en face d'une page blanche, on est en face d'un brief, d'un cahier des charges. Et la plupart du temps, on doit faire une connexion la plus rapide, la plus efficace entre le cerveau et la main. Or, on s'est rendu compte, alors c'est finalement la force un peu de notre modèle, et c'est la façon dont on l'a démultiplié derrière, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en étant 3 associés à l'origine, on a tout de suite imaginé les choses différemment. On a imaginé justement créer différemment, même s'il existe par ailleurs des formes plus collectives
d'art ou de créativité. Là, en l'occurrence, on est quand même sur du design, quand même sur des éléments qui sont des éléments extrêmement créateurs de valeur, qui doivent être le qui doivent reflet, en tout cas en générer. Exactement. Donc, on entend beaucoup parler de création de valeur, et moi j'aime bien dire qu'en fait on capture la valeur par la création. J'essaie de retourner un tout petit peu le paradigme pour essayer justement de faire comprendre que la créativité, la création et ces expressions tangibles que sont le design, l'identité visuelle, toute l'expression communicante, mais la communication étant pour moi en aval, sont des éléments qui sont juste absolument fondateurs. Donc par rapport à cette dimension collective, le fait qu'on ait commencé tous les trois dans un petit appartement à faire un ping-pong d'idées pour réfléchir au sujet qui nous était posé, nous a finalement donné de manière assez naturelle cette envie de continuer à modéliser cette cinétique qui existait entre nous trois pour en faire un modèle. Alors, on va dire de process, organisationnel, voire marketing. C'est-à-dire que tout est fondé finalement sur le collaboratif, mais en même temps, en donnant ce nom à votre agence, c'est-à-dire 4, vous avez choisi dès le départ de ne pas vous identifier, de ne pas jouer sur le personal branding, alors qu'en général, dans votre domaine, et on le voit encore récemment, il y a des agences qui se créent et qui portent le nom ou le prénom du fondateur. Vous avez vraiment joué sur cette complémentarité de compétences, cette complémentarité du regard, et finalement pour en sortir le meilleur. Alors en fait, ça serait malhonnête que de dire que c'est comme ça qu'on a imaginé le nom. En fait, on s'est juste mis sur le marché, entre guillemets. Donc, on est des anciens d'une agence qui s'appelle Dragon Rouge, qui est une grosse agence. Un mastodonte, qui est une agence internationale qui est très, très compétente. Donc, quand on s'est lancé, on avait juste envie d'être ensemble, de travailler sur des problématiques de marque, de dessiner des marques, de les conduire et de les manager le plus loin et le plus grandement possible. Et en fait, on s'est juste dit, on va trouver un nom qui correspond à en effet ce qu'on était. On était 4 associés au départ. Il y en a un en fait qui n'est pas parti, qui n'a pas commencé. Donc on avait quand même trouvé la marque. Il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé en fait. Donc la marque existait. Et en fait, on a pris conscience à peu près 6 ans après la création que cette dimension de pluralité, de collectif, elle était consubstantielle au nom de la marque. Mais on n'en avait pas conscience avant. C'est ça. C'est-à-dire que votre agence a 10 ans, elle a été créée en 2002, et finalement, vous vous êtes rendu compte il y a 2 ans et demi. Voilà, il y a 2 ans, finalement, qu'on était comme ça. Voilà, vous vous en rendiez pas compte, mais finalement, vous aviez fonctionné comme ça, ce qui vous a permis quand même, en prenant conscience, de modéliser, de mettre une méthode sur vos process de fonctionnement et de rendre finalement le collaboratif que vous avez, le travail que vous avez, ce mouvement perpétuel, on y reviendra tout à l'heure, que vous avez initié dans votre agence, et bien finalement de le normer et de le rendre comme un process de fonctionnement éprouvé. En fait, on a fait pour nous-mêmes ce qu'on fait au quotidien pour nos clients, c'est-à-dire exprimer, rendre tangible un positionnement d'entreprise, un projet d'entreprise en projet de marque, en éléments compréhensibles de la part de nos cibles, donc de nos clients B2B acheteurs. Et donc, on a juste fait un travail de positionnement de notre propre marketing en faisant des ateliers de travail avec justement nos collaborateurs. On leur a exprimé ce qui nous semblait être la révélation de notre ADN lors d'un séminaire, et ils ont ensuite travaillé par petits groupes à justement la tangibilisation de ce qu'on avait juste nous au bout des lèvres exprimé, et on leur a donné pour qu'ils puissent en faire justement des éléments de management, d'organisation, de process, d'idées de développement de business, de gestion de la relation avec nos clients. Donc c'est eux qui l'ont construit. Donc une idée finalement chez vous, c'est égal à 10 idées. Vous arrivez à en développer bien d'autres, finalement en brainstormant, en phosphorant avec vos équipes. Je ne sais plus quel publicitaire disait qu'en effet, les bonnes idées, c'est celles qui donnent des idées. Donc on est plutôt sur cette dimension organique et qui trouve aussi sa raison d'être dans notre métier au quotidien. C'est-à-dire que d'observer les marques, de les voir vivre, de les aider à vivre, à grandir, à vieillir parfois. Il faut parfois tuer des marques. Et donc cette dimension
d'organismes vivants que la marque développe. C'est aussi grâce à ça qu'on développe notre propre marque. Alors, est-ce que vous avez senti du coup que le fait d'avoir un positionnement, en tout cas plus clair vis-à-vis de vos clients, est-ce que ça a généré ou est-ce que ça a créé de nouveaux leviers de business et de nouveaux business? Quelle réaction finalement? Il y a eu une première réaction qui a été assez étonnante, c'est qu'en expliquant notre positionnement à quelques journalistes du magazine Stratégie, enfin une journaliste, pardon. Qui est donc la référence en matière de communication et marketing. L'article, en fait, exprimait de manière assez claire ce positionnement et cette façon de travailler. Et il y a le directeur de la communication d'une société dans les médias qui m'a appelé en me disant, voilà, je suis très en phase avec votre façon de travailler. C'est d'ailleurs cette façon-là que j'ai mise en place de travailler depuis 4 ans dans mon entreprise pour justement changer, bouger les lignes, transformer le projet d'entreprise et l'exprimer de manière hyper collective. Donc je vous interroge parce que je pense qu'on se ressemble. Bon, c'était un coup de bol. Néanmoins, en fait, de manière assez naturelle, les clients, ils nous perçoivent comme une équipe, ils nous perçoivent comme des vrais partenaires, et ils disent qu'on est une agence ou une entreprise étendue. Parce qu'au-delà du collectif interne et du fait qu'on travaille beaucoup en mode workshop, en atelier, en collectif, il y a aussi on invite des talents extérieurs. C'est-à-dire que cette dimension d'ouverture et d'augmentation de la proposition d'une agence, elle fait aussi partie de notre modèle parce que c'est notre façon d'être et qu'on estime qu'on n'est pas les meilleurs dans tout. Par contre, on va en revanche, vous demandez aux meilleurs de venir travailler avec vous en mode projet finalement. Absolument. C'est-à-dire qu'on va inviter au cas par cas, en fonction d'une problématique, en fonction de secteur d'activité. On va inviter un sociologue, on va inviter un sémioticien, on va inviter un client. Parce que parfois, il y a des croisements hyper intéressants qu'on peut proposer à Dassault Systèmes, par exemple. Et le fait de lui amener un brand design manager de chez Decathlon leur permet de travailler vraiment sur des territoires d'innovation et de pouvoir faire émerger des idées nouvelles. Donc on est d'une certaine façon intermédiateur et donc on provoque... Vous êtes connecteur. On aime bien être connecteur, oui. Alors remettre l'homme au cœur de l'entreprise, privilégier un management collaboratif, comprendre les usages et favoriser la mobilité, ou comment les grandes tendances sociétales gagnent le monde de l'entreprise avec des réseaux sociaux internes, des plateformes collaboratives, des bonnes pratiques partagées, créer des leviers de performance et de croissance pour créer de nouveaux business. Le monde change et le monde de l'entreprise aussi. Alice Guillon, j'aimerais maintenant vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre. Quand on entend ces différents témoignages, vous qui avez peut-être la vision la plus globale, parce que vous touchez à beaucoup de domaines, finalement, ce besoin de pluralité dont parlait à la fois Grégory Vincent, mais également nos autres intervenants, qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, j'allais dire qu'on a un terreau extrêmement favorable pour justement orienter la pédagogie et puis surtout voir, on en parlait, quels sont les besoins en talent et puis surtout la nécessité de repenser un petit peu différemment, nous en tout cas les formes d'enseignement, pour les adapter à une très forte, on l'a vu, transversalité, recherche d'innovation. La problématique du durable est extrêmement présente aujourd'hui partout. Il ne suffit pas de dire on va lancer un programme pour former les jeunes en développement durable pour que tout à coup ils deviennent des managers durables. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà et dans ce qui ressort en fait dans ces expériences et tout ce que vous avez fait qui est absolument, j'allais dire, extraordinaire. Quand on vous écoute, on a envie de faire des cas d'entreprise tout de suite pour les étudiants. C'est vrai qu'on voit qu'on a véritablement changé de mode de management, on a changé de braquet, on a changé de vision, on a changé à tous les niveaux. Comme disait Darwin, on a changé de degré de nature et du coup on voit émerger des nouvelles espèces d'entreprises et il faut que nous on soit capable en tant que pourvoyeur, j'allais dire, de talent, de pouvoir exposer nos étudiants et puis surtout leur donner une autre lecture de la situation. Et ce qui est très compliqué, en fait, dans nos métiers, parce qu'on est sur des problématiques d'éducation qui sont quand même très longues à bouger, parce que nous sommes dans des visions assez silotées, disciplinaires de nos enseignements. Et aujourd'hui, on le ressent dans tout ce que vous avez dit. On est plutôt dans des approches interdisciplinaires et transversales. J'ai beaucoup aimé votre expérience.
D'ailleurs, je la retiens parce que je pense que pour Schema, qui est l'école de l'économie de la connaissance, ça serait vraiment aussi important en termes de notre propre management, qu'on puisse se doter d'outils vraiment collaboratifs, participatifs, innovants. C'est en train d'être fait. On est en train de dessiner un peu ce qu'on veut appeler la Schema Way of Learning, mais qui pouvoir adresser justement un peu toutes ces problématiques. Pour autant, c'est un milieu qui est très dur à bouger, l'enseignement supérieur. On a des corporatismes très forts dans l'enseignement, on a des corporatismes dans la recherche, et donc j'allais dire les entreprises bougent vite et nous souvent on court derrière. Donc moi ce que ça m'inspire... Il y a deux vitesses. Oui, complètement, oui. Parce que le temps de production d'un article, Isabelle pourra le dire, c'est 3 ans. Une entreprise, vous, dans votre expérience, ce que vous avez fait, c'est tout de suite. Moi, j'aimerais justement qu'on arrive à avoir cette réactivité pour les étudiants, pour les entreprises avec lesquelles on travaille, et d'être capable vraiment de casser les cloisons. Voilà, nous vraiment, moi... décloisonner, finalement. Complètement. Ouais. Ce que je recherche, et c'est pourquoi on n'a pas voulu s'appeler l'école de la finance ou l'école des systèmes d'info, l'école des RH. On s'appelle l'école de l'économie de la connaissance pour créer des ponts et pour montrer justement que le marketing et les RH, ça doit travailler ensemble, que la finance doit venir en support mais pouvoir devenir durable, que l'innovation, elle peut se coller sur l'entrepreneuriat mais aussi sur du marketing et sur d'autres choses. Et donc, à partir de là, on puisse créer plutôt des axes, j'allais dire, interdisciplinaires et qu'on puisse être très réactif par rapport à vos problématiques. Et former des étudiants pour ça, au fond, c'est plus ce que je vous disais au début, les immerger, les exposer, plus que de leur enseigner en salle de classe. On peut difficilement apprendre ce que vous avez décrit. C'est ça que je retiens de votre présentation. C'est plutôt de les mettre en situation d'apprentissage réel dans des pays, dans des villes, dans des relations avec des entreprises, à vous écouter, à parler entre eux, intersites, ce qui n'est pas multisites. forcément favorisé en France, hein, cette alternance et ces cas pratiques. Hein. Non, c'est très compliqué parce que déjà... voilà, quand on va faire ses études, on s'installe dans une ville pendant... Voilà, nous, on les fait bouger tous les 6 mois. Alors, c'est d'une complexité extraordinaire parce qu'on a 6 000 étudiants, on a quasiment 2500 étudiants qui, tous les semestres, bougent sur nos campus. Certains sont en Asie, d'autres aux États-Unis, d'autres en Europe, ils bougent de tous les côtés. Et on a, je pense que vous le vivez au quotidien et ça vous paraît normal, mais pour nous, c'est une révolution qui est absolument considérable. Et je pense alors, je dis pas qu'il faut qu'on fasse tout ça, mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas idiot de vous écouter et de savoir s'enrichir de ce que vous faites pour justement montrer aux étudiants que l'avenir, il est plutôt là. Alors justement, Laurent Vergult, vous vouliez réagir ? Oui, alors nous, on est complètement en phase avec ça. On a lancé les Student Day. On cherchait toujours un petit nom un peu... Et en fait, on lance des concours avec des écoles. On n'a pas encore fait Schema, on a fait Centrale et puis l'ISD de Valenciennes. Mais on lance des concours où l'objectif, c'est de... Toujours avec l'état d'esprit Manéo, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans le cadre du Manéo, mais il y a des termes qu'on a bannis. ROI, retour sur investissement. Attention, c'est un gros mot, ça. Hein. Voilà. On a banni ROI, réunion, chose qu'on fait beaucoup en entreprise, je trouve, trop. Cahier des charges aussi, je crois. Cahier des charges, livre blanc et demande d'engagement de dépenses. Ça, bref, tout ce qu'on vous demande en général, hein, le fameux business model dont parlait Isabelle de Koopman ce matin, chez vous, il est totalement banni. Voilà. Alors, il n'est pas banni de l'entreprise, mais dans le cadre du Manéo, en tout cas, on ne veut pas entendre parler. Et donc, pour en venir à Student Day, en fait, on lance des concours avec des écoles où on leur dit, voilà, vous avez 1 semaine pour créer une lampe. Et vous allez venir chez nous. C'est-à-dire que quand ils viennent chez nous, ils viennent dans l'espace Manéo et nous, en fait, on travaille sur des tables de ping-pong. Alors, ça apporte le décalage. Donc, ils se disent, mince, je passe d'une paillasse, entre guillemets, de l'école. Ils n'ont pas de moyens. Et ils me disent, mais pourquoi sur une table de ping-pong ? Je dis, déjà, pour des raisons financières, une table de ping-pong, c'est génial parce que ça coûte 4 fois moins cher qu'à l'équivalent mobilier de bureau. Et c'est modulable. C'est-à-dire que c'est sur roulette. Vous pouvez replier les deux côtés, la mettre contre une cloison, vous gagnez un espace. Et vous pouvez, il y a un mode qu'on aime bien, c'est le mode bataille navale, c'est-à-dire que vous repliez une des moitiés de table, vous prenez 2 tables et chaque équipe travaille sur le même sujet sans communiquer, à travers des post-it que vous mettez sur le côté replié. Et au bout d'1 heure, on inverse les tables. Et les étudiants, ils viennent là, alors, sur le côté marque employeur, déjà pour nous c'est vraiment bien. Et puis en plus, ils vivent le fait d'être chez nous pendant quelques jours. Ils vivent vraiment notre quotidien, la façon de travailler. C'est une immersion valeurs. finalement. Voilà, c'est vraiment une immersion. Alors justement, Grégory Vincent, sur cet aspect créatif en entreprise, ça c'est quelque chose qui fait émerger pas mal de talents, pas mal de qualités finalement. En fait, nous, on essaie de dire qu'on ne manage pas par les compétences, mais plutôt par les talents. Donc ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le croisement des regards. Bien évidemment, il y a des
skills, il y a des expertises qui sont nécessaires, indispensables quand on est un créatif et qu'on doit dessiner de la typographie pour une marque, quand on est un consultant et qu'on doit réfléchir à des tendances pour Decathlon, et on doit avoir un certain nombre de techniques. Néanmoins, étant donné que nous sommes aussi, nous les fondateurs, aguerris à cette dimension multiculturelle, très polyvalente. On est des créatifs tous les trois, mais on est aussi devenus un petit peu marketeurs, un petit peu RH, un petit peu financier. Donc cette dimension hyper polyvalente, je crois que c'est ce qui aide beaucoup dans le développement et dans la création de valeur à proprement parler. Donc on adore l'empowerment au sens vraiment donner la possibilité d'eux. Et donc, par exemple, il y a les filles de l'agence, parce que le problème de cette agence, c'est qu'elle a été fondée par 3 garçons. Les filles de l'agence, au moment où on dit, écoutez, nous on aimerait créer une marque, créer une offre, non pas parce que c'est une agence macho ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas en plus, j'espère. Et du coup, elles ont dit, on va lancer une marque qu'elles ont appelée les Catherine. Et donc, on leur a dit, mais ok, c'est fantastique, allez-y. Donc, elles ont développé leur propre marketing, leur propre offre, et du coup, leur propre clientèle. Donc, elles vont chercher des clients qu'aujourd'hui, on n'avait pas. Et donc, on trouve assez extraordinaire qu'il y ait cette dimension de prise d'initiative et de créativité, pas simplement sur la créativité graphique, visuelle, qui est notre métier, mais sur la créativité en général. Éric Alexandre, quand vous écoutiez ou vous entendiez en tout cas le témoignage d'Élodie Billat sur cette façon et sur les conseils d'ailleurs qu'aujourd'hui Canopé Conseil est en mesure d'apporter aux entreprises pour se régénérer, pour créer des économies comme vous dites, est-ce que vous imaginez pour vous pouvoir réhabiliter en tout cas des appartements, des immeubles de votre parc comme ça avec vraiment des bâtiments à énergie positive? Est-ce que c'est un coût financier possible et est-ce que c'est une stratégie vers laquelle vous pourriez imaginer aller? Alors, réhabiliter pour en faire des bâtiments à énergie positive, peut-être pas. Construire, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais de toute façon, ça, du point de vue du produit logement, c'est notre enjeu. On a 223 millions d'investissements à faire dans les 4 prochaines années pour commencer, poursuivre. Pousser le concept jusqu'au bout, vraiment, d'avoir vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà des expériences. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'on travaille avec Canopé. Enfin, on verra. Mais écoutez. C'est une journée aussi qui est faite de rencontres. Hein. Mais oui, non, mais on s'est déjà rencontrés en fait. Donc, au-delà des enjeux techniques, c'est pas le sujet du jour, et c'est là où l'innovation. Aujourd'hui, moi, je pars un peu d'une feuille blanche. On se lance pour installer le management d'innovation dans l'entreprise. Mais c'est là où l'innovation est une des clés de réussite justement par rapport à cet enjeu. C'est fondamentalement comment on peut associer, pour ne pas se rater, entre guillemets, associer les habitants et faire en sorte surtout que nos produits logements répondent et soient adaptés aux usages. Et ça, c'est absolument, c'est pareil, banal de le dire comme ça, mais c'est fondamental dans un secteur d'activité en plus encore très marqué par la culture du constructeur, de l'ingénieur, etc. Et c'est pour ça qu'un des axes d'innovation qu'on va mettre en place est celui du co-design. C'est comment travailler avec les habitants, soit les habitants d'aujourd'hui, soit les habitants du futur, enfin en projetant les usages futurs. Client, oui. Voilà. Pour justement la question de l'épaisseur d'isolant ou du type de tuiles à mettre sur le toit, c'est notre expertise. Oui. Par contre, faire en sorte que les portes s'ouvrent dans le sens convenable, faire en sorte qu'on ait anticipé sur des salles de bain faciles à utiliser quand on a 80 ans ou quand on a des enfants en bas âge, etc. Ça, c'est des enjeux qu'on peut travailler avec les clients. Et un des axes d'innovation, je le répète, c'est le co-design, justement pour ça. Et puis, en parallèle, c'est pour ça qu'on avait déjà pris quelques contacts, c'est comment s'assurer que nos actes d'investissement, mais aussi, pourquoi pas, de gestion courante, de fonctionnement de l'entreprise, permettent en plus d'améliorer notre bilan carbone. C'est aussi une dimension à ne pas négliger.
Alors, je rebondis sur cette histoire de co-design, finalement, qui est une sorte de crowdsourcing, où on va chercher les idées. Grégory Vincent, vous avez une façon de travailler aussi avec vos clients qui est assez intéressante. Vous l'avez évoqué quelque peu avec Dassault. C'est-à-dire que vous êtes en capacité, et vous proposez à vos clients de participer à des réflexions pour d'autres clients sur des cas pratiques, sur des choses. Alors, de façon... Il y a toujours un intérêt, bien entendu, mais au départ, sur un travail qui est presque désintéressé, c'est presque un vrai partage d'expérience et partage de regard. Oui, parce qu'en fait, on a la chance de grandir grâce à nos clients. Et ça, je pense qu'il faut leur dire. Il ne faut peut-être pas leur dire qu'ils nous financent notre coupe d'expérience, mais en même temps, c'est un peu ça. Et je crois qu'il vaut mieux l'assumer. Finalement, faire d'une pierre deux coups. Et en fait, le fait d'avoir rencontré, ça fait partie aussi de cette dimension d'entreprise ouverte, d'entreprise qui est hyper connectée, qui est agile. Le fait d'avoir rencontré des clients, des problématiques, des business models, des cultures, des valeurs tellement différentes, c'est ça aussi qui nous a fait grandir. Je vous entends et aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est que la chance qu'on a, c'est de pouvoir observer et travailler pour des entreprises, étant agence et prestataire de services, tellement différentes qu'on peut ne ressortir qu'enrichi de ça. On peut se dire après que la difficulté d'être une agence, c'est de ne pas être dans la profondeur de la stratégie de chacun de nos clients, c'est vrai. Même si nous, on essaie quand même de comprendre quels sont leurs projets d'entreprise, quels sont leurs business models, quels sont leurs systèmes de valeurs pour les exprimer au mieux en éléments tangibles, en identité, en design. Donc ça, en fait, fait que assez naturellement, après 8 ans, donc j'ai commencé un peu cette démarche il y a 2 ans, je me suis mis à interconnecter les clients entre eux. Il y avait une problématique de social business chez Total qui est en train d'être lancée. Ce matin, j'étais en présentation, en réunion pour lancer la marque, justement, autour de l'accès à l'énergie pour les populations bottom of the pyramid. Et ce sujet-là, il y a 1 an, il a émergé de la tête d'un ancien financier de chez Total, et il était perdu. Donc il a demandé à une communicante de chez Total de l'aider. Donc elle-même est venue me voir et je lui ai dit, écoute, moi je ne peux pas te résoudre le problème là aussi rapidement, j'ai quelques idées, mais je vais te proposer de rencontrer la directrice marketing de SFR, du patron de l'innovation managériale d'une business unit de GDF Suez, d'une patronne d'un fonds d'investissement qui développe des projets en Afrique, donc du brand design manager de Keepstar, bref, de plusieurs talents avec des cultures, des points de vue hyper différents. On s'est tous mis autour de la table. Il a exprimé son projet et toute la richesse qui est sortie de ça a fait que ça a créé un cercle vertueux. Il est ressorti encore plus gonflé d'énergie, d'envie et de contenu pour développer son projet. Donc je l'ai fait pour en effet l'aider. Ils se sont tous échangés leur carte de visite après. C'était extrêmement interconnecteur. Et il se trouve que 3 mois après, il m'a appelé pour m'aider à développer concrètement le sujet. Mais c'était pas au départ, il y avait l'envie finalement Exactement. De phosphorer, je reprends ce terme, de mettre en commun finalement des regards, des idées, de débattre. Et puis bon, derrière ça vous apportait du business, mais la première envie c'était celle-ci. Oui, et tous vos clients ont accepté en plus. Oui, parce qu'en plus, il faut leur apporter des beaux projets. Ce projet est fantastique, c'est un superbe projet pour Total et c'est un projet stratégique qui peut faire pivoter un business model aussi. Quand on parle d'innovation, avec les populations bottom of the pyramid, il y a un creuset incroyable d'innovation. Donc c'est en effet pour ça que j'ai trouvé intéressant de croiser ces regards. Élodie Billet, on a évoqué tout à l'heure rapidement l'activité finalement de Pocheco, son positionnement, ses différentes filiales. À chaque investissement qui est réalisé, il y a 3 piliers qui doivent être respectés. C'est l'impact environnemental, le confort des salariés, le ratio productivité-rentabilité. Donc on l'a dit, vous avez réussi à mettre en place une économie circulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Je crois que vous avez baissé de 30% votre facture d'électricité, c'est ça ? Les consommations d'électricité. Les consommations. La facture elle reste toujours élevée, mais la consommation a baissé.
Oui, c'est ça. À chaque investissement ou chaque action que nous décidons, nous nous posons ces 3 questions qui sont finalement des questions assez simples et qui relèvent du développement durable, c'est-à-dire baisser l'impact sur l'environnement, améliorer le confort des salariés et améliorer l'économie. Mais faire en sorte que ces 3 piliers soient respectés systématiquement pour chaque investissement nous pousse parfois à revoir le projet, à le repenser, à innover. Et on parlait tout à l'heure de brainstorming, du changement qui vient finalement des collaborateurs. On mise beaucoup sur ça aussi, puisque nous-mêmes, chez Pocheco, organisons des réunions de brainstorming. Et c'est au cours de ces réunions, avec une vingtaine de collaborateurs qui viennent de tous services de l'entreprise, c'est au cours de ces réunions que, généralement, sortent les idées. Et un peu comme chez Humaneo, si une personne lance une idée, après, on lui dit vas-y, fonce et on va te soutenir. Et je pense que, du coup, ça participe de la motivation des collaborateurs et ça participe du succès du projet. Parce que les personnes se sentent du coup plus impliquées et plus maîtres de leur projet, de leurs idées. Donc, alors, le retour sur investissement, oui, c'est ça. Les gains pour l'entreprise, vous parliez de 30% de réduction de consommation d'électricité. On va l'année prochaine complètement se passer de l'énergie gaz. On a un bâtiment qui nous a coûté certes 2 millions d'euros, mais qui sera amorti en 10 ans, ce qui est assez court pour un bâtiment. Peu, ouais. Et en moyenne, tous nos investissements, alors je vais parler de retour sur investissement, mais tous nos investissements ont un retour en 8 ans. Donc vous avez créé de toute façon un espèce de roulement, de fonds de roulement, où dès qu'il y a quelque chose qui est amorti, vous pouvez commencer un nouvel investissement, une nouvelle rénovation ou construction, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. À peu près, schématiquement. Oui. Finalement, quand on vous entend tous, et Alice Guillon, je crois que du coup, le modèle que vous avez, le projet éducatif que vous avez pour vos étudiants, c'est finalement de donner cette pluralité, mais de la pluralité née la remise en cause. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une remise en cause, ou en tout cas un changement de mentalité, et donc une remise en cause perpétuelle de nos savoir-faire, de nos savoir-être, de nos façons de fonctionner ? Oui, on est en plein dans la théorie de l'apprentissage. Et je pense que ça s'exprime de façon évidente en ce moment, avec justement tous ces phénomènes d'intangibles, d'immatériel, d'information, de connaissances. Aujourd'hui, l'actif stratégique est véritablement ancré dans les connaissances et les compétences, les talents. On a parlé des individus globalement. Et l'apprentissage, je pense, est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de dire on a acquis un certain nombre une base de connaissances et aujourd'hui, on va capitaliser sur cette base-là et puis on va accumuler de l'expérience et puis au fond, on va se projeter comme ça sans à un moment donné avoir le phénomène de l'erreur qui va jouer comme matériau d'apprentissage. On est tous confrontés, que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations, quelles qu'elles soient, voire même les pays, les nations. Aujourd'hui, on est en fort questionnement autour de ce qui était l'acquis, les connaissances et les certitudes. Et pour nous, le grand défi, c'est d'être capable à la fois d'apporter de la confiance dans les talents que nous formons, mais surtout de leur apporter cette capacité d'apprentissage. Et nous, on a ancré dans nos valeurs, dans notre ADN, on parlait d'ADN, nous, quand on a créé le non-schéma, on a proposé un branding book avec les valeurs, avec l'histoire, et on a vraiment beaucoup travaillé autour de la notion d'apprentissage, qu'il soit collectif ou individuel, et surtout du statut de l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que dans notre forme d'expérience, on est confronté à des tas d'erreurs. Et alors là, après, c'est le management qui prend le relais. C'est-à-dire, est-ce qu'on en fait un matériau d'apprentissage et que collectivement, toute l'entreprise apprend ? Ou est-ce qu'au contraire, on s'arrête, on se bloque et puis on dit, bon voilà, au bout de 3 erreurs, c'est dehors, on fait notre business plan et puis on liquide les gens au fur et à mesure. Et je pense que véritablement, on est en train de passer d'une ère à une autre. Et le management par l'apprentissage, par l'erreur, va devenir fondamental. Mais attention, on est d'accord qu'on remet en cause des dizaines d'années d'apprentissage du management. C'est-à-dire quand nous, on a dit qu'on s'est mis à dos la plupart de nos collègues, c'est parce que aussi, dans le projet pédagogique, il y a ce statut, à un moment donné, qui est de dire, attention, aujourd'hui, c'est
collectivement qu'on fait les choses. Hein. C'est en partageant les connaissances, c'est en partageant l'information, c'est en apprenant, c'est en ayant des erreurs, en ayant des succès. Et là, on se confronte aujourd'hui à vraiment des mastodontes. Hein. Alec parlait de mammouth, mais on est véritablement dans le mammouth qu'il faut dégraisser. Et c'est vrai que là, on est confronté à deux mondes qui s'opposent. Hein. Il y a celui des plutôt anciens et celui des plutôt jeunes qui vont dire, ben voilà, on rentre dans une autre forme d'apprentissage, dans l'éducation, dans l'entreprise, dans les réseaux. Voilà. C'est un nouveau cycle de vie finalement. Depuis des années, des centaines d'années, il y a toujours eu des cycles de rupture comme ça. Oui. Mais dans l'éducation, c'est très fort aujourd'hui. Hein. J'allais dire, on l'a peut-être pas eu. C'est peut-être pas un mal. Mais c'est fondamental. Moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Grégory Vincent. Et pour rebondir sur ce que vous dites, moi je ressens depuis 2-3 ans de la part des futurs collaborateurs ce besoin-là d'empowerment, ce besoin-là de libre arbitre, de création de projets. Ils me disent, ils me posent presque plus de questions en entretien que moi je leur en pose. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous permettez à vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a à la fois du temps libre pour s'oxygéner par ailleurs? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a une forme d'incubation? Est-ce que si on arrive avec une idée, vous nous donnerez la possibilité de la développer? Et je crois que ces modèles ouverts, généreux, qui donnent cette vraie dimension d'incubation, c'est à la fois extrêmement intéressant intellectuellement de le faire, et je crois que c'est hyper créateur de valeur par ailleurs, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des projets qui avortent. Ce qui compte, c'est qu'on soit dans cette dynamique, dans cette vraie cinétique de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat. Et donc nous, c'est vraiment des modèles qu'on est en train de développer. Les filles qui ont lancé la marque Les Catherines, demain peut-être que ça va devenir une entreprise avec un compte de résultats. Donc il y aura sûrement un CEO, il y aura sûrement un actionnariat qui sera différent de celui de l'agence. Je suis en train d'embaucher une directrice commerciale et elle me dit, moi j'ai des projets, comment est-ce qu'on peut me laisser de la place pour ces projets-là? Et cette dimension vivante aussi de l'entreprise, comme l'est la marque, de démultiplication de valeur, je crois qu'elle est fantastiquement réjouissante. Oui, Eric Alexandre. Oui, je rebondis, ce qui veut dire aussi que l'attractivité de l'entreprise, elle reposera aussi sur cette capacité. Et si on veut, comme on le disait ce matin, attirer des talents, enfin c'est un peu d'un truisme en ce moment, mais on est aussi obligé de changer pour cette raison-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail pousse aussi à changer. Enfin, une génération qui cherche du sens, qui veut du sens dans son travail, qui ne veut pas uniquement un revenu en fin de mois, mais qui veut une activité. On arrive au terme de cette table ronde, et j'aimerais que peut-être que vous nous disiez rapidement, chacun, et on va commencer avec vous, Eric Alexandre, parce que je sais que vous devez partir rapidement, mais voilà, réaction après tout ce qu'on vient de dire sur cette baseline qui est portée par Biz & Co, qui organise cette journée, le business sous un autre regard, le business autrement. Oui, alors c'est une question. C'est une question, votre réaction finalement, c'est ça? Réaction, d'abord moi je suis très heureux de participer. Alors c'est le début d'un réseau et j'espère qu'on va tous souhaiter longue vie à ce réseau, et j'espère que ça n'est que la première réunion d'une longue succession. On voit bien que les évolutions auxquelles on est confronté, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit, on voit bien qu'il y a quand même un fil rouge, enfin, ou un courant de fond, enfin, qui est en train de nous concerner tous, qu'on soit dans un marché mondialisé ou pas, qu'on soit dans une entreprise ancienne ou pas, etc. Et ça, d'abord, c'est un enseignement. Il n'y a pas de secteur protégé ou de secteur tranquille. Ou de secteurs sans opportunité, parce qu'on peut le présenter aussi comme ça. Et puis, d'autre part, moi, personnellement, je suis très content d'avoir entendu des expériences, parce que ça m'aide aussi à mûrir ma feuille de route, et donc on sera peut-être amené à échanger encore. Et puis troisième constat, un peu à chaud, mais voilà, c'est que la richesse naît aussi de la diversité, de la confrontation ou l'échange de points de vue. C'est pas de la confrontation, parce qu'on partage, mais l'échange de points de vue,
Et l'intérêt du réseau Wizenco, c'est ça aussi. À travers une vision, je pense que c'est ce qu'on partage, une vision de la place de l'homme dans l'entreprise, ou en tout cas d'une entreprise humaniste qui soit éveillée, entre guillemets, sur les grands enjeux qui nous attendent. C'est aussi par l'effet réseau qu'on sera tous ensemble mieux armés pour rebondir et rebondir. avancer. Autre réaction pour terminer? Vincent, Grégory. C'est pas grave. Oui, en fait, cette idée, cette belle idée du croisement des regards, du business sous un autre regard, on voit qu'elle est hyper vertueuse parce qu'elle nous permet d'échanger. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est quand on va tous rentrer chez nous ce soir ou cet après-midi, c'est passer à l'action. Et se dire que en fait on va ressortir nourri de tout ça, et moi j'aime bien citer Camus qui disait dans le mythe de Sisyphe, créer c'est vivre deux fois. Donc ça c'est un peu plus personnel, mais on pourrait se dire que regarder différemment c'est aussi vivre deux fois. Donc merci en tout cas à toute l'équipe de cette belle initiative. Laurent Virgult, et on terminera par les femmes. Alors moi, deux choses. Déjà, je suis super content de voir qu'il y a des écoles qui se posent la question. Et il ne faut pas que se poser la question, mais ils y vont. Donc là, je suis super content et je pense qu'on va être aussi amené à se revoir. Vive le réseau. Et la deuxième chose aussi, c'est que depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose qui est un peu, pour moi, désagréable. C'est le côté... alors, c'est pas désagréable, mais on ne va pas jusqu'au bout, je dirais. C'est le côté comment attirer les talents. Mais moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que il faudrait aussi qu'on se pose la question, c'est où se trouvent les talents dans mon entreprise, et savoir les faire émerger. Savoir les faire émerger, et surtout, les talents, c'est souvent ceux qui ont de la bouteille dans l'entreprise et qu'on a mis un peu de côté. Et c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont souvent, en tout cas dans notre cas, les valeurs le plus ancrées en eux. Et on parle toujours de génération Y, alors qu'il y a des seniors chez nous qui, pour moi, sont génération Y. Et voilà, et on parlait de diversité, c'est justement l'ensemble de cette diversité qui va faire qu'on va aller beaucoup plus loin, et avec des jeunes, des vieux, des gens dont c'est pas le métier, des gens dont c'est le métier, etc. Un croisement intergénérationnel. Élodie Billin. Oui, alors on parlait en introduction de cette rencontre de la crise économique, environnementale, sociale que nous subissons, les contraintes, etc. Mais si, ce que j'ai compris de l'entreprise, c'est que si on arrive à devancer tout ça et à prendre les mesures pour amorcer le changement et aller même au-delà de ce que nous impose de faire, eh bien là, ça permet d'entreprendre autrement. Et donc de vivre finalement dans une entreprise où il fait bon travailler, où effectivement on fait émerger les talents qui se trouvent dans l'entreprise. Nous, on a l'habitude de dire que quand on arrive à l'usine, on ne dépose pas son cerveau dans les vestiaires. Donc chacun est en mesure d'avoir des idées. Le tout, c'est d'animer finalement ses collègues pour les faire parler. Et on ne perd pas de temps, à mon sens, on ne perd pas le temps de se poser, de discuter entre nous et on agit. Et d'agir. Alice Guillon, je vais vous laisser le mot de la fin. Juste un mot, la délégation française au G20 Yes, qui était le G20 de Young Entrepreneurs Summit, qui est donc cette délégation d'entrepreneurs qui se sont réunis avant la réunion des chefs d'État pour faire des propositions. La délégation française apprenait finalement un soutien à l'innovation qui ne soit pas seulement l'innovation technologique, l'innovation dans la R&D, mais justement cette innovation dans le management des idées. Finalement, vous, avec votre école, vous êtes en train de former globalement ces futurs entrepreneurs qui généreront un business autrement. Oui, alors déjà, ce qui est très vrai, c'est que si vous prenez les chiffres de la R&D aujourd'hui produite en Europe, on s'aperçoit que finalement les Français sont très bons dans tout ce qui est innovation autre que technologique. C'est-à-dire qu'on est un producteur d'idées. On a toujours eu des idées, pas de pétrole, mais des idées. On a plus de difficultés à utiliser les idées des autres, mais en tout cas, on en produit beaucoup, et notamment dans tout ce qui est l'organisation et l'innovation organisationnelle au sens large. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que très égoïstement, merci beaucoup, parce que j'allais dire, ça me conforte assez bien. Nous, Schema a 3 ans, un peu moins de 3 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait un pari qui était assez fou quand on a fusionné et quand on a créé ce projet, et en vous écoutant, je m'aperçois qu'on a eu totalement raison. Donc là-dessus, j'allais dire, je suis contente, moi, pour nos étudiants, et je suis contente pour nos collaborateurs parce que ça prouve qu'on est dans le vrai malgré tout ce qu'on peut dire à un moment donné de nous. Moi, je voudrais juste revenir sur le fait que vous pouvez, j'allais dire, être rassurés. Nous, on est en plein concours actuellement où on recrute les petits qui sortent des classes prépa et qui présentent les concours. Ce que je peux vous dire,
c'est qu'on a affaire à une génération qui est absolument exceptionnelle. C'est-à-dire, ce que vous disiez est très vrai. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus chercher une marque dans une école, ils ne viennent plus pour autre chose que pour laisser émerger un projet dans lequel ils vont avoir un équilibre à la fois professionnel et personnel. Et ça, c'est la première fois qu'on est confronté à ce type de discours avec des petits qui ont une vingtaine d'années, et ils arrivent, ils ont les yeux pleins de rêves. Et plein d'espoir. Oui. Et nous, on les laisse, on veut surtout pas les cantonner, les mettre dans des boîtes en disant tu as été le premier de la classe, donc tu dois venir chez nous. C'est certainement pas ça. C'est vraiment celui qui rêve, celle qui rêve, qui a une envie, un projet, qui veut aller de l'avant, partir sur des campus, réaliser quelque chose, se projeter, qui est déjà capable de se projeter, il est accueilli à bras ouverts à Schema. Et c'est vrai que si on arrive à avoir ce genre de talent et ensuite de les aider à s'exprimer durant leurs années d'études, et qu'ensuite, quand vous les récupérez, vous pouvez les aider justement comme vous le faites à créer des synergies, à laisser émerger des tas de projets, je pense qu'on est en train de rentrer dans ce que moi j'appelle l'économie durable de la connaissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'ancrer durablement dans l'avenir avec beaucoup de confiance et d'assurance. Et je trouve que c'est un message extrêmement positif qui est passé aujourd'hui, et je vous en remercie tous, parce que ça nous conforte, en tout cas nous en tant qu'école, dans notre projet. Voilà, merci beaucoup à tous. C'est la fin. On va passer aux questions-réponses. Je vais peut-être libérer tout de suite Eric Alexandre. Merci. Merci Anne. Merci Anne et merci à tous. C'est le moment de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Ou en attendant en tout cas qu'elles émergent. Je vous rappelle que nous avons Sandra qui est avec nous aujourd'hui. Sandra, dont la lecture du livre Same But Different nous a inspiré il y a 2 ans et qui passe toute la journée aujourd'hui pour nous éclairer de son regard d'artiste et d'écrivain. Est-ce que tu veux, Sandra, toi, réagir ? Oui, je veux bien. Ah, mon micro marche, formidable. D'abord, merci, ça fait vraiment du bien d'entendre ce genre de choses. Alors, il paraît qu'il faut que je regarde par là, c'est ça ? J'ai l'impression de vous tourner le dos, du coup, je suis désolée, c'est très impoli. D'abord, sur l'aspect green, je trouve très chouette et très intelligent votre concept d'écolonomie. Parce qu'au départ, le côté vert et développement durable, ça avait un côté prétexte, c'était à la mode et beaucoup d'entreprises s'en servaient à des fins de communication externe, interne. Et plus ça va, plus on se rend compte que c'est juste de la vraie logique et des économies. Et c'est un peu remettre l'entreprise à sa place. Pendant des années, on a eu l'impression que les entreprises faisaient et formaient le monde, et en tout cas c'est elles qui le dirigeaient. Et je pense que de plus en plus, on se rend compte que c'est à l'entreprise de s'adapter au monde par rapport justement à ce côté instable et incertain qu'on abordait ce matin. Et c'est une belle remise à la place dans l'ordre des choses. Et voilà, j'espère que ce sera un vecteur d'harmonie pour la suite. Et après, ce que j'ai adoré sur le côté créatif, c'est cette espèce de transversalité des relations en entreprise. C'est-à-dire que, d'après vos témoignages, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'anti-hiérarchique. C'est-à-dire que les idées peuvent venir de n'importe où. Et ça, c'est très novateur et très riche. Et c'est remettre le jeu au centre des choses aussi. Je trouvais que vos 2 exemples, alors je vais regarder le nom parce que je me trompe, voilà, Humaneo et Agence 4 notamment, ce que vous disiez, ça m'a fait penser à l'exemple de Google, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tout cas Google France propose à ses salariés de libérer 20% de leur temps libre pour créer des initiatives, exactement comme ce que vous faites. Et je pense que c'est vraiment essentiel de rendre le salarié acteur et de l'impliquer, de développer sa créativité. Vous parliez de talent. Et par rapport au jeu, et notamment aux rencontres que vous évoquiez, je trouve que c'est une façon, le jeu de rôle par exemple, c'est une façon essentielle de développer l'empathie, l'échange. On joue plus, on a l'impression que quand on est adulte, que le jeu, ça ne peut pas être sérieux. Le jeu, c'est hyper sérieux. Et c'est même, je pense, une des clés de l'inventivité et de la créativité. Le jeu de rôle, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux, c'est la meilleure façon de comprendre les problèmes, d'inventer des solutions, de sortir de son précaré et de bénéficier de l'apport de non-spécialistes. Vous parliez avec votre école justement du côté non spécialiste des gens, et c'est assez important
d'intégrer des non-spécialistes. Parce que quand on n'a pas conscience des contraintes, il en faut bien sûr des spécialistes dans plein de domaines, mais quand on n'a pas conscience des contraintes et quand on n'est pas conditionné par quelque chose qu'on connaît très bien, on a un œil neuf et on propose des choses qui peuvent paraître aberrantes certainement aux gens qui connaissent mieux, mais ça ouvre des portes. Je suis une fervente défenseuse de l'antispécialité. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très inspirant et riche d'enseignements, ces exemples. Merci Sandra. Est-ce que je repasse par la salle ou est-ce qu'on leur dit merci et au revoir? Bon, ben, je pense que c'est qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas besoin. Merci.